Laurence Fischer, bonjour. Bonjour, Pina. Merci mille fois d'avoir accepté de nous faire l'honneur de ce petit interview. Alors, vous êtes ambassadrice pour le sport auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. En quoi ça consiste? Dites-nous tout. C'est une fonction assez récente qui a été créée en 2013. Donc, j'ai avant moi deux prédécesseurs. C'est une fonction qui fait suite au fait que la France est une terre d'accueil de grands événements sportifs internationaux et que le sport est un magnifique outil de soft power. Et dans ce cadre-là, c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, fort, fort de son réseau diplomatique, a inclus le sport en le faisant incarner par l'ambassadeur pour animer ce réseau autour de cette thématique sport à travers je dirais 5 grands axes qui sont le sport dans sa dimension attractivité notamment économique mais aussi touristique. Il suffit de voir Roland-Garros, Tour de France, mais aussi nos montagnes, qui sont nos grands événements, mais aussi nos lieux d'attractivité. Et puis, à venir, évidemment, Paris 2024 et les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais de manière plus récente à venir, mais avant ça, France 2023, la Coupe du Monde de rugby, ou encore les School Summer Games, les gymnasiades. Donc, c'est des événements qu'on accueille et qui sont source d'attractivité touristique, mais aussi économique, parce qu'on a de très belles entreprises françaises qui ont une grande expertise, un vrai savoir-faire en matière de sport, pour lesquelles on veut aussi les accompagner au mieux à l'export, leur permettre de pouvoir répondre à des appels d'offres à l'international. Donc il y a cette partie-là à laquelle je participe, mais aussi on a tout un volet et pour ce faire, on a aussi Business France qui est notre opérateur qui participe à la dynamique économique avec France pour Expertise aussi de manière récente. Et puis on a tout un volet de développement durable avec parce que le sport et peut-être que ça fera aussi l'objet de notre sujet qui est en fait le sport dans sa transversalité, santé, éducation, inclusion, égalité femmes-hommes, on a de beaux outils aussi pour permettre l'amélioration dans la société sur ces thématiques-là de notre condition d'être humain, je dirais, et à travers aussi un magnifique opérateur, l'Agence française pour le développement, et puis donc voilà, sur ces deux grands piliers, on a sur la base de l'accueil des grands événements, on a aussi la francophonie. C'est vraiment un sujet pour nous très important et pour lequel on essaie à travers les événements de mettre en avant cette belle langue française dans son volet multiculturel et puis tout ce qui va concerner les droits humains. Tout ce qui va être les relations avec les organisations internationales qui sont extrêmement mobilisées aussi de plus en plus en matière de sport. Je pense à l'ONU, l'UNESCO, l'OIF évidemment avec la francophonie. Et donc là, je m'appuie sur le réseau diplomatique, mais aussi sur les acteurs, enfin, sur le ministère du sport. On travaille vraiment en étroite collaboration. Et puis le mouvement sportif, les organisateurs évidemment de ces événements. Donc ça fait une belle équipe, une belle équipe de France. Et puis je pense que la plus-value dans ma fonction, parce que je ne suis pas diplomate carrière, c'est le fait que j'ai été athlète. Donc j'étais 15 ans internationale en karaté. Avec, j'ai fait une belle moisson de médailles en ayant été plusieurs fois championne du monde, quintuple fois championne d'Europe, une décennie nationale. Donc, fort de cette expérience du sport de très haut niveau aussi, j'amène cette expertise-là au sein de la maison ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est d'autant plus remarquable qu'aujourd'hui, on se retrouve autour de ces journées internationales sur le yoga. Et vous me disiez que vous, en tant qu'athlète, le yoga avait une grande place dans le cadre de pratiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, le yoga a été
très complémentaire à toute ma pratique de très haut niveau. Alors c'est vrai que j'ai commencé par la Thai yoga, où parfois, d'ailleurs, il y avait certaines techniques qui se rapprochaient de celles qu'on pouvait faire, que ce soit en matière de gainage, de récupération aussi. Et puis après, alors je pouvais alterner aussi avec le Yoga. Et c'est vrai que la diversité des formes de yoga sont quand même assez extraordinaires, parce que ça montre sa richesse et sa diversité et l'adaptation possible aussi en fonction des besoins de chacun. Et moi, quand j'étais athlète, voilà, c'était très complémentaire à ma pratique. Donc, oui, vous parlez de votre pratique, mais de ce que j'ai pu comprendre aussi, dans tout le volet humanitaire, c'est aussi quelque chose que vous faites pratiquer. Donc, comme quoi le yoga est aussi, on va dire, un sport. D'ailleurs, est-ce que vous le mettez dans la discipline sportive? Mais en tout cas, une pratique qui peut aider dans une volonté de reconstruction. Oui, c'est très juste. En fait, fort de cette expérience, j'ai eu un engagement, je l'ai toujours évidemment, mais je priorise actuellement mes fonctions d'ambassadrice pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et j'ai créé une structure qui s'appelle Fight for Dignity, et une méthode pour accompagner les jeunes filles et femmes qui sont en état de stress post-traumatique, et ce, dans un programme holistique pluridisciplinaire auprès du docteur Denis Mukwege, qui a créé la maison Dorcas. Et puis plus récemment en France, en 2018, avec le docteur Rada Hatem, qui a créé la Maison des femmes de Saint-Denis, des modèles d'accompagnement pluridisciplinaire de victimes induplicables d'ailleurs, parce qu'on travaille aujourd'hui à développer ce qu'on fait, et ce qu'on fait spécifiquement par le corps et par le sport tel qu'il est identifié aujourd'hui, le karaté, on l'espère demain beaucoup plus de disciplines. Là aussi, de manière transversale, on amène sur la base du karaté, puisque c'est la discipline identifiée. Donc, de manière transversale, on amène des disciplines comme le yoga à pouvoir être, de par ses qualités, un outil aussi complémentaire à la spécificité du karaté, parce qu'en fait, ce qui se passe pour les victimes qui donc sont dans cet état de stress post-traumatique, donc avec des vraies conséquences psychologiques liées aux violences, ce sont des situations d'anxiété, de stress, de difficultés, de problèmes de respiration, de problèmes qui sont liés au rapport au corps, et donc pour réduire le stress et améliorer sa relation au corps, on utilise des techniques de yoga. On en est évidemment au début, mais c'est un outil merveilleux de voir toujours pareil sur ce temps qui est consacré pour donner, que les femmes se donnent à pratiquer une activité physique, de pouvoir encore plus creuser sur l'efficacité qu'on peut donner au moment où elles pratiquent, grâce à cette complémentarité des disciplines dont fait partie le yoga. Alors, c'est étrange parce qu'on se dit yoga et karaté, pas le même combat en fait. Hein. Le côté, on va dire, l'ultra-activité, le côté combativité, et au contraire, le yoga qui viendrait être presque déconnecté un peu de tout ce rapport-là. Du coup, dans le yoga, qu'est-ce que vous faisiez travailler, qu'est-ce que vous faites travailler vis-à-vis de ces femmes? Vous avez parlé de la respiration. Est-ce qu'il y a des choses aussi de l'ordre on dira presque de la pleine conscience que vous faites? Est-ce qu'il y a des positions? Ça, c'est vraiment très intéressant pour les personnes qui nous suivent. Oui, je pense que ce sont des positions et ce sont des postures. C'est encore une fois, on en est au tout début, mais les positions qu'on utilise, qui sont donc complémentaires à d'autres positions qui ne sont pas pendant l'aspect spécifique du karaté, qui finalement est très réduit sur la séance donnée aux femmes et aux jeunes filles, mais sur certaines positions. Dans le rapport à l'espace, dans le fait de tenir la position, la respiration. Voilà, on se sert. Donc pour l'instant, on se sert de quelques techniques, uniquement. Mais encore une fois, il y a quand même un
long chemin dans l'articulation et dans la capacité d'être beaucoup plus efficace dans l'utilisation du yoga. Parce qu'il faut savoir, en fait, on dit pas, bon, maintenant on va faire du yoga. C'est les techniques qu'on a inclus dans la séance. Voilà, c'est comme ça qu'on fait parce que le temps qu'on a à consacrer est assez limité. C'est du yoga incognito, en fait. Voilà, pratiquement, voilà. Mais encore une fois, la structure est quand même très jeune et on espère beaucoup pouvoir faire appel à de grands experts pour vraiment inclure de manière plus efficace encore les différentes postures qu'on utilise. Alors, vous nommiez des recherches actuellement en hôpital sur ces bienfaits que le yoga a sur l'être humain. Est-ce que pour vous, le yoga renforce la confiance en soi? Oui, alors c'est une bonne question. Je pense que la confiance. Enfin, alors il y a beaucoup de facteurs qui pourraient faire que ça renforce la confiance, mais le simple fait de faire ce travail d'introspection et le yoga aussi, ça nécessite une régularité et le fait je pense, de le faire de manière très régulière il y a un gros travail aussi, comme je dis, d'introspection, de travail d'énergie interne et de tenir la posture. Je pense que ça amène petit à petit à faire à mieux se connaître, donc à avoir une meilleure confiance en soi. Oui, je pense. Et puis pourquoi aussi? Parce que aussi le résultat, encore une fois en fonction de sa régularité, font qu'ils sont évidents, ils se traduisent, on le sent, et cela aide aussi ça donne des repères, et les repères permettent aussi une meilleure confiance en soi. Alors aujourd'hui, on organise ces journées internationales du yoga. Vous pensez que le yoga est un art démocratique? Est-ce que sa façon de pouvoir essayer de travailler l'énergie intérieure, comme vous le dites, est-ce que c'est quelque chose qui est à la portée de tous? En tout cas, il faut que ça le soit. Il faut que, à mon sens, ce soit accessible au plus grand nombre. En tout cas, en France, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on a pu constater, c'est que la pratique a connu un essor pendant la Covid. Et cela a été dû au télétravail. Et donc, on a pu constater que à peu près 3 millions de personnes ont pu pratiquer. Voilà, donc il y a eu un vrai essor de la pratique. Donc, à mon sens, c'est quand même assez significatif. Mais avant tout, il faut que ça reste une pratique accessible et gratuite. Ça, et je pense que si on va dans ce sens, et sachant que c'est de manière très positive, ça s'est bien vu pendant la crise Covid, oui, on pourra parler de démocratisation, mais il y a quand même une grande avancée, en tout cas en France, un grand intérêt, beaucoup plus grand intérêt à cette pratique, oui. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir fait de la place au tapis de yoga sur le tatami, si je puis dire. Oui. Et puis, peut-être un dernier mot que vous voulez donner aux personnes qui nous suivent, qui suivent ces journées internationales du yoga. En tout cas, oui, c'est sûr, reconnaître que le succès diplomatique est très populaire. En plus de cette journée particulière, je pense au Yoga Day du 21, c'est aussi quelque chose qui, reconnaissons-le, repose sur l'attractivité de la culture indienne. Donc c'est aussi vraiment en tant que diplomate aussi, je le dis, et c'est assez formidable. Donc un grand merci à nos amis indiens pour ce partage de cette grande discipline remplie de bienfaits et très important pour la santé. Merci pour ce très beau message de paix et de remerciement à la culture indienne. Laurence Fischer, merci encore d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous. À très bientôt, oui.